Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qu'il vous faut dans vos oreilles chaque semaine. Pour entendre nos superbes voix, Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour McKenna, pas de rapport météo aujourd'hui, le temps se rafraîchit. Ben, c'est la rentrée, alors on a une température de rentrée. Il n'y a rien de catastrophique à dire par rapport à ça, effectivement. Déjà, c'est plus tranquille à la maison quand tout le monde est à l'école, forcément. C'est ça, il y a les trucs d'Halloween partout dans les commerces, c'est assez particulier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va pas parler d'Halloween, on va pas parler du retour d'Oasis, on va parler de l'événement Apple du 9 septembre, du retour de Huawei, des prochains casques Quest et Meta, des gemmes de Gemini. Oui. Gemmes Gemini. Ça s'appelle comme ça. Ben oui, c'est joli. C'est comme un beau branding. Et du Galaxy Z Fold 6 de Samsung que tu as entre les mains. Le téléphone qui se déploie comme un livre de Samsung que tu as eu l'occasion d'essayer. Exact. Et avant de commencer, toi, je suis en feu aujourd'hui. Ben oui, t'es parti. On va remercier sur un chapeau de roue, un quart de tour, sur un coin de table, TELUS Plan Hub. Merci à nos partenaires pour 2024 qui permettent à ce podcast de subsister et de nous permettre de manger confortablement. T'as parti ça sur le chapeau de roue, tu l'as dit, je vais utiliser l'expression très québécoise et je salue nos amis français qui vont pouvoir le googler après ça. T'es parti yank sur une gosse. Oh! Je laisse les gens figurer ce que ça veut dire. Le mot yank, c'est comme le mot fac. C'est des perles du français québécois. Yank. C'est vrai qu'il faut chercher loin. Mais tu sais, il y a des petits mots comme ça, des contractions, évidemment, pantoute, entre autres aussi. Bref, je pourrais vous sortir un livre complet sur ces mots-là, mais pourquoi le ferais-je alors qu'on peut juste les utiliser plus souvent? Quand j'écoute la radio, des fois, Pascal, une certaine radio là, très huppée du Grand Montréal qui se targue de parler le bon français et qui utilise des phrases mal construites. Tu sais, le gars que je t'ai parlé de, là, c'est pas une phrase qui devrait passer à certaines stations de radio. La personne dont je t'ai parlé, de qui je t'ai parlé, je sais pas. J'espère que je fais pas des erreurs comme ça. On peut dire fac, à mon avis, sans que ce soit un problème, parce que ça, c'est une évolution du langage. Mais là, partez-moi pas là-dessus, on va avoir une balado complète, on va parler de la langue française. Mais, parce que c'est un sujet récurrent, on va quand même parler d'intelligence artificielle générative. Je remarque qu'on va en parler plusieurs fois et on va commencer tout de suite avec ça, avec nos espressos de tech, parce que c'est toujours comme ça qu'on part en force notre balado. Et notre premier espresso est justement à saveur d'intelligence artificielle, puisqu'on parle de Midjourney, Pascal. Oui, c'est une petite nouvelle sur Twitter de Midjourney, la compagnie qui fait de l'intelligence artificielle générative d'images, entre autres, qui se lance dans les produits. Ils ont dit, on se lance dans les produits, donc pas juste dans les algorithmes et ainsi de suite. On va embaucher dans leur quartier général de San Francisco, peut-être un travail pour vous. Il y a une autre nouvelle aussi qui va parler de façon facile de faire de l'argent dans le domaine de la technologie. Pourquoi pas? Faites-vous embaucher par Midjourney, envoie ton CV. Mon père me dit tout le temps ça, envoie ton CV. Ben oui. Ils vont t'engager, c'est sûr. Il n'y a pas de détails supplémentaires. On sait que le patron de David Holtz de Midjourney est le cofondateur de Leapmotion qui a travaillé beaucoup sur le casque qui devait révolutionner la réalité augmentée. Je ne sais pas si tu te souviens, là, c'était avant qu'Oculus lance son premier casque, Leapmotion. Il n'y avait pas Google qui avait investi là-dedans. C'est à l'époque du cardboard qu'on pouvait comme bricoler à partir d'une pièce de carton notre propre casque de réalité virtuelle. Et Leapmotion permettait de voir, là, tu ouvrais tes mains, là, puis il y avait un éléphant volant dans tes mains, puis c'était d'un réalisme absolument saisissant. Je pense qu'ils n'ont rien sorti. Je pense qu'ils n'ont rien lancé, finalement. Ils ont brûlé des centaines de millions de dollars en capital risque, effectivement, pour absolument rien. Ils se sont rendus compte que, peut-être que dans une centaine d'années, quand on va changer les lois de la physique, on va pouvoir y arriver. Un autre beau terme à franciser, vaporware, qu'on appelle. C'est produits vapeur fantômes, en fait, qui sont premiers qui ne voient pas le jour. Produit vapeur. Mettez du charbon dedans, ça va fonctionner. Et il a embauché Ahmad Abbas, qui a développé le casque Apple Vision Pro. Qu'est-ce que Midjourney pourrait relancer un produit ou lancer un produit qui utilise l'intelligence artificielle générative pour faire quelque chose en réalité augmentée? Ça se pointe vers ça. Il va avoir peut-être tout pointe vers ça.
On va voir qu'est-ce qui se passe dans les prochains. Un petit appareil assistant numérique de poche, peut-être? J'en parle d'un autre. Il y en a un autre qui s'en vient, un petit appareil. Parce que là, tu montres des choses que les gens qui nous écoutent sur le podcast. Je fais des références obscures. Sur YouTube. J'ai exhibé fièrement à la caméra mon Rabbit. Comment ça s'appelle? Donc, je ne sais même plus son nom parce que ça a été le. Attends un peu, si tu écoutes vite, tu as exhibé quoi, ton Rabbit? J'ai sorti un lapin qui était le petit assistant numérique basé sur une intelligence générative à qui on pouvait parler et qui prend la forme d'un petit téléphone à 2 couleurs qui a comme été probablement le pire fiasco de l'année, si ce n'est pas de la décennie en termes de lancement de produits. Parce que c'est sûr que si Midjourney veut se lancer dans l'appareil matériel, ils n'ont pas une tonne d'options là, en termes de ce que tu peux faire. Mais en termes de produits, logiciel ou applicatif, il y a peut-être des options, effectivement. On va peut-être aller plus loin. Il y a une mise à jour de Windows 11 que beaucoup de gens vont avoir envie d'installer. C'était prévu pour loin dans le futur, mais si vous avez un ordinateur, un PC avec une puce Ryzen d'AMD, que ce soit une puce récente là, de génération 4 ou 5, la nouvelle version, je viens de la voir sur mon appareil, donc j'imagine que ça fait pas longtemps qu'elle a été mise en ligne, la mise à jour 23H2, ça c'est la mise à jour de milieu d'année de Windows 11, a inclus une mise à niveau écoute, je ne sais pas exactement de quoi, je n'ai pas vu le détail, mais de tout ce qui permet de tirer le maximum de performance des processeurs AMD Ryzen. Et on parle d'un gain de puissance sans aucun effort additionnel que la mise à niveau, qui serait d'au moins 10%. On ne voit pas ça souvent, des mises à niveau de Windows qui améliorent la qualité de la puissance du processeur. Chez Intel, c'est généralement le problème inverse. Et c'est ce qui menait à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une mise à niveau du logiciel, le matériel peinait à suivre la cadence. Et là, tout d'un coup, on fait le contraire. Donc, je trouve que c'est le fun. Il faut remercier AMD et les gens de Microsoft d'avoir bidouillé suffisamment pour ça. C'est rare qu'on ait un gain de performance après avoir acheté un produit. Donc, je pense qu'il faut le souligner. Le détail, ça se trouve là, sur le site, même dans le site de Microsoft de soutien technique, je pense qu'il détaille la façon dont ils arrivent à chercher ces gains de performance-là. Mais clairement, on a droit à des gains. Donc, faites ça. C'est gratuit si vous avez Windows 11 sur votre PC. Faites la mise à niveau. C'est recommandé pour plein d'autres raisons, mais aussi pour celle-là. Et je pense que c'est une nouvelle qu'il fallait souligner, au moins en version express, vu le gain que ça apporte. C'est ça, ceux qui craignent toujours de mettre à jour, qui attendent que leur beau-frère leur dise que s'il n'y a pas de bug, installer tout de suite, c'est toujours une bonne pratique, surtout avec la vitesse à laquelle les bugs se propagent maintenant, puis les correctifs aussi. Oui, c'est ça, les failles de sécurité aussi, ben oui. Bon point. Qu'est-ce que tu vas faire lundi, le 9 septembre? Je peux te le dire tout de suite, je vais être assis sur place au Steve Jobs Theater et on va regarder ça ensemble. T'as de la chance. L'événement Glow Time d'Apple aura lieu le 9 septembre prochain. Glow Time, c'est l'heure de briller. C'est quoi, je sais pas. En français, écoute, sur le communiqué que j'ai reçu sur l'invitation à regarder la présentation en ligne. Donc, moi, j'ai pas le privilège d'être assis à côté de toi. On utilise Lumière sur le futur dans la traduction officielle, dans l'invitation en français. Okay. Fait que Lumière sur le futur, généralement, les petits thèmes des conférences comme ça donnent des indices subtils sur qu'est-ce qui va être présenté là-dessus. Fait qu'on dit que c'est peut-être la lumière de Siri, l'assistant qui va devenir intelligent, ce serait ça. Peut-être que c'est un éclairage amélioré, je ne sais pas exactement. Est-ce que ce sont des iPhones à écran d'elle, incluant les modèles de base, à écran OLED, je devrais dire. OLED, qui vont être donc rétroéclairés plus naturellement, ça pourrait être ça. Ah oui, parce que le OLED, chaque pixel émet sa lumière, c'est plus lumineux. Puis oui, ça fait un petit bout de temps qu'ils les utilisent sur les pros, mais pas sur les téléphones réguliers. C'est à 19h, un lundi. Il me semble que d'habitude, c'est les mardis vers milieu de l'après-midi. D'habitude, c'est à 10h le matin sur la côte ouest. Donc, exactement. Fait que là, 19h, ça va être plus tard. C'est sûr que c'est pas l'heure en France, ça, tout simplement. Moi, ça me semble que j'ai vu 13h, heure de l'Est. Tu as bien raison. J'ai peut-être l'heure de France ici. Voilà. Mais c'est un lundi. C'est lundi 13h, exactement. Voilà. Ça arrive vite dans la semaine, mais il y a des nouveaux iPhone 16. J'ai vu la rumeur d'un iPhone 16 Pro en brun, style rond de cuir des années 70. Qui pourrait être la couleur spéciale. Brun, j'avoue que c'est audacieux, là. C'est pas une couleur facile sur un appareil comme ça, mais ça ferait très, travail de bureau d'une autre époque, là. Il y a un petit côté. Ben oui, ça nous ramène au Zune.
de Ben voilà. Microsoft. Oui, c'est ça. Oui! La Non, zone non, de non, Microsoft, parlons. la zone de Microsoft, À l'époque du leur iPod, ben oui. concurrent du iPod, qui Mhm. était en qui était en brun. Exact. C'était C'est très vrai. particulier. Il y a Fait quoi, donc, nouvel iPhone 16. Il y a aussi des nouveaux AirPods Pro 3 qui seraient dans les plans sur la rumeur. Et il y aura une Apple Watch 10. Il y aura, je ne sais pas, là, je présume, parce que ça fait 10 ans d'Apple Watch. Donc, ça va être un événement le fun pour les gens qui aiment ce genre de produit-là. Moi, je vous avoue que l'Apple Watch m'intéresse parce qu'on parle d'une mise à niveau qui serait substantielle par rapport aux versions précédentes. Donc, J'ai allons-y. cru comprendre que pour la mémoire vive, parce que dès que le nouveau iPhone, il y a tout le temps des rumeurs qui disent le prochain va être Le encore lendemain. plus meilleur. Oui, c'est du référencement. C'est ça qu'il faut. Dès le lendemain, ton site, ça te prend un article. C'est ça. Fait que le iPhone 16 va 17. être correct, là, mais c'est vraiment le 17. Attendez au 17. Là, tout le monde fait, ben là, je vais lire cet article-là. Ben oui. Là, il semble qu'il y aura une augmentation de la mémoire vive dans le iPhone 17. On est déjà en train de spéculer là-dessus. Ben là, il y a certainement un analyste quelque part en Chine qui sait ça parce qu'il a parlé à quelqu'un chez un sous-traitant du sous-traitant d'Apple. C'est souvent Mais comme ça des que ça fois, marche. c'est étonnamment, ça donne étonnamment des prédictions fiables parce que tu pars du petit sous-contracteur de la mémoire vive, puis là, ils ont une commande épouvantable d'un client qui ne veut pas se dévoiler, mais et puis là, ben, tu te rends compte que c'est Apple qui commande tout ça. Voilà. Moi, ce que je vais faire dimanche, probablement, je vais tenter d'écouter le premier décompte musical animé par l'intelligence artificielle au Québec. Oh, à la radio. À la radio, à Wow 97.1 de Gatineau. On salue les gens de Gatineau qui nous écoutent, les gens qui viennent de Gatineau. On peut l'écouter sur le web. Ça va être le dimanche de 9h à 11h. Je trouve ça très particulier parce que Spotify propose depuis un moment un DJ par l'intelligence artificielle qui va interrompre les chansons puis qui va dire « Hey, aujourd'hui, je vais te présenter des chansons de salsa. Et puis là, une petite découverte pour toi. » Puis moi, ça m'énerve. Ah. Je trouve ça super intéressant qu'on me propose des chansons de façon intelligente, mais je trouve que l'interruption, quand je travaille, souvent m'interrompt. C'est pas un vrai humain qui parle. C'est comme, pourquoi tu me parles si t'es pas un humain? Moi, et pourtant, sa voix est très suave. Là. C'est vraiment une belle voix. Peut-être qu'on pourrait choisir la voix. Ça pourrait personnaliser le niveau d'interruption désiré dans ces palmarès-là générés par l'intelligence artificielle. Dans le cas de Gatineau, ce que je comprends, c'est que c'est une personne qui écrit les textes et c'est simplement la voix de l'intelligence artificielle qui va le dire. Ah. Je vois que dans le texte ici, on dit qu'il y a Cynthia Plamondon qui anime. Fait que je ne connais pas Cynthia Plamondon, mais est-ce que c'est elle qui a écrit les textes? Est-ce que c'est elle qui va co-animer avec l'intelligence artificielle? On assure à la direction du Wow 97.1 qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Mm-hmm. J'imagine qu'il y a peut-être même plus de monde qui doivent travailler derrière. Si j'avais à faire une radio, tu programmes les chansons, tu crées une playlist, tu crées des bouts de texte qui sont lus synthétiquement entre chacune des chansons quand ça fait ton affaire. Puis en 2 heures, tu as 24 heures de programmation. Là. Je veux dire, c'est pas difficile de programmer une journée de musique. Tout à fait. Et je peux te dire que c'est un secret de polichinelle dans le milieu de la radio. Il y a beaucoup d'animations de radio de fin de semaine qui sont enregistrées en semaine. Et l'animateur, comme c'est des petits blocs, c'est très drôle comment les logiciels de radio, maintenant, avant, c'était des disques qu'il fallait démarrer, des CD qu'il fallait placer, puis des cassettes qu'il fallait placer. Maintenant, c'est des petits blocs Lego. C'est les chansons, c'est tout informatisé avec un système. Oui. Et là, tu as tes publicités, tu as tes blocs de chansons, puis si jamais il n'y a pas d'intervention humaine, automatiquement, le bloc suivant. Fait que là, si jamais il y a une erreur technique, c'est la musique continue comme si de rien n'était. Et quand il y a des interventions humaines à faire, dans bien des émissions que vous écoutez la fin de semaine, des fois la soirée, c'est pré-enregistré. Tu t'installes dans un studio, tu fais ton intervention, les chansons vont jouer automatiquement, tu as une autre intervention, tu peux faire une émission de 5 heures, en moins d'1 heure. Là. Mm-hmm. Tu fais juste tes quelques interventions, 10 minutes d'intervention. Tu fais ça en moins d'1 heure dans ton studio, puis tu as fini de travailler pour la fin de semaine. Nous-mêmes, c'est une intelligence artificielle qui écrit nos textes. On fait que lire ce qui est à l'écrit. Si au moins il y avait une intelligence qui disait le texte, dans mon cas, ça pourrait aider beaucoup. Mais je trouve ça très drôle parce que ce système-là de préenregistrer les émissions, écoute, il y a plus de 20 ans, j'étais allé dans une station de radio française et puis il disait, il n'y a personne qui travaille les fins de semaine ici. Mm-hmm. Fait que c'était avec des bobines là, à l'époque. On préenregistrait les interventions,
les émissions étaient faites, mais maintenant, avec les petits blocs comme ça, les animateurs peuvent terminer plus tôt aussi. Tu termines tes dernières interventions, ben oui. puis tu t'en vas. Très, très chouette comment ça se passe à la radio. J'ai bien hâte de voir ça. Premier décompte musical animé. Parlant de musique, petite nouvelle encore plus express qu'express. Si vous avez soit, je ne sais pas qui est abonné à YouTube Music en version j'écoute la musique sur YouTube de cette façon-là, mais si vous êtes abonné soit à YouTube Music ou à Apple Music, vous pouvez désormais transférer, importer et exporter vos listes de lecture musicale, vos playlists d'un à l'autre, sans aucune perte de quoi que ce soit, là, tout à fait gratuitement et rapidement et pratiquement instantanément. Donc, si vous voulez migrer d'un service à l'autre, ça se fait bien. Spotify n'est pas partie de cette option. Il existe des sites web qui le font, là, qui vous le transfèrent, mais ça, par expérience, premièrement, ça coûte des sous. Et deuxièmement, c'est pas toujours parfait parce qu'il y a certaines chansons qui ne sont pas titrées exactement avec les mêmes caractères aux mêmes places. Puis des fois, on perd un peu de la chose. Mais là, on dit que ça marche très bien, gratuitement, simplement et efficacement. Si vous voulez migrer donc d'Apple Music à YouTube Music ou inversement, ça se fait. Ça, c'était rapide. Ouais. Il y a un autre espresso de tech. Apple coupe dans sa division livre Apple Books. Le service a été lancé en 2010, à peu près en même temps que l'iPad, pour tenter de concurrencer Amazon au niveau de la vente des livres en ligne. Ça n'a pas vraiment décollé. Fait qu'il semble qu'on n'arrêtera pas de vendre des livres du côté d'Apple Books. Ceux qui ont des Apple Books vont pouvoir les conserver. Ce qui me surprend, c'est qu'on a aussi coupé dans la division des Apple News. Et Apple News, c'est fou parce que ma blonde constamment trouve des bonnes nouvelles et des bons articles de sites fiables dans Apple News. Moi, je regarde du côté de Microsoft, des fois, j'ouvre mon ordinateur, je regarde les nouvelles proposées par Microsoft et je suis toujours désespéré de voir les sources d'informations douteuses qui sont proposées dans ta page d'accueil de Edge, des sites Tagada Pum Pum News, Pouit Pouit Recettes. Là, tu fais, mais c'est tout généré, tu lis les articles, c'est généré par l'intelligence artificielle, c'est du contenu bidon, des titres racoleurs. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un chez Microsoft qui fait un peu le ménage, qui s'assure que les sources sont fiables? J'espère qu'Apple News ne deviendra pas un peu moins sélectif, ne deviendra pas plus... j'espère que non. Apple a engagé des gens qui travaillent, des anciens journalistes, des choses comme ça, pour trier les nouvelles d'Apple News. Voilà. Du côté de Microsoft, c'est des gens qui sont plus au niveau de la vente et de la génération de clics. C'est ça, génération de clics. Ça donne un contenu très, très différent, définitivement. Ben oui, puis si tu veux des clics, tu vas avoir des titres racoleurs, mais pour moi, j'ai pas une expérience satisfaisante, puis j'ai juste le goût de ne pas voir les nouvelles de Microsoft, parce que ça me... C'est quand on veut travailler. Ce désir de générer du clic fait que je ne visite plus Météo Média parce qu'on dirait que tous les articles, c'est la fin du monde ou une catastrophe, un truc d'argent, alors que je veux juste savoir s'il va pleuvoir dans la prochaine demi-heure. Puis souvent, pour le savoir, il faut que tu lises un paquet de paragraphes bidons. Les changements climatiques affectent beaucoup le Canada. Est-ce qu'il va pleuvoir cet après-midi? En effet, les assureurs sont de plus en plus... J'aime pas ça. Effectivement. On n'a pas parlé depuis... bien longtemps de la marque de téléphone Huawei, Pascal, mais ils sont de retour. Oui, ben écoute, la semaine dernière, tu as la mémoire courte, on a parlé la semaine dernière du téléphone pliable en 3 volets. Ah oui, c'est vrai. Ben voilà. Ben oui, on n'en a pas parlé, on n'a pas tenu en main une on ne peut pas, on aimerait ça l'avoir en main. Évidemment, ils ont quitté le marché nord-américain à peu près au complet. Il reste quelques des accessoires, je pense qu'ils vendent encore un peu. Mais ça va très bien pour Huawei en ce moment à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Donc, l'entreprise a rebondi. Écoute, les ventes, parce qu'ils ont publié cette semaine les ventes, les résultats financiers en fait des 6 derniers mois, des 6 premiers mois de 2024, devrais-je dire, ce qui nous mène jusqu'en juillet après tout. Et la vente de téléphones intelligents a bondi de 55% à, mon Dieu, c'est pas loin c'est plusieurs milliards de dollars en termes de revenus. Les profits sont au rendez-vous, donc l'entreprise est à nouveau profitable. On parle d'un revenu en hausse de 34% par rapport à 2023. Donc, clairement, Huawei est relancé. Et ce qui la relance, ce sont une nouvelle gamme de téléphones intelligents très performants qui vont faire baver d'envie tous les gens qui rêveraient d'avoir un téléphone intelligent à peu près Android, à peu près un système Android, parce qu'ils ont leur propre système qui s'appelle Harmony, je pense. Harmony OS. Oui, tout à fait. Qui est basé sur Android, définitivement, la version open source d'Android, et qui ressemble beaucoup à Android, la version que nous, on connaît ici avec les services Google. Mais bref, ils font des beaux appareils avec des processeurs, des appareils photo, tout ça qui sont extrêmement intéressants.
La question qu'on se pose toujours par rapport aux fabricants chinois comme Huawei, c'est qu'en est-il du respect de justement de la propriété intellectuelle sur les choses? Parce qu'ils n'ont pas peur d'imiter, de copier des fois, et c'était ce qui était en partie un irritant pour bien des fabricants non chinois quand Huawei était présent. Partout dans le monde, sauf aux États-Unis, parce qu'on l'oublie tout le temps, mais Huawei n'a jamais vraiment vendu ses téléphones aux États-Unis directement. C'est ça. Et je regarde, pourtant, quand on dit ça, j'ai toujours un petit pincement parce qu'on dit que Huawei copie et utilise la propriété intellectuelle. Chose que je me permets de dire, c'est qu'ils réussissent à lancer 2 ans avant les autres entreprises des trucs, des innovations, des fonctionnalités. En ce moment, ils viennent de lancer, là, ça fait beaucoup jaser, le Pura 70 Ultra. Le P40 qui permettait de prendre des photos est encore dans les meilleurs appareils photo de téléphone. Oui, ça a été remonte à il y a lancé 2-3 ans. Ben oui. 2-3 ans facile. Le P70, paraît-il, est encore supérieur. Malheureusement, on n'a pas cet appareil-là ici et il est vraiment joli au niveau du look. Jetez un coup d'œil si vous voyagez un peu. Il est disponible un peu partout en Europe, entre autres, le P70 Ultra. Il faut juste s'assurer quand on revient que les fréquences sont compatibles avec les réseaux nord-américains, sinon vous allez avoir des surprises. Il y a beau contraste comment on perçoit le marché de l'électronique et le marché de l'automobile électrique en Amérique du Nord face à la menace chinoise. C'est ce qu'on considère comme une menace, là, mais clairement, il y a des enjeux là. Il y a une conversation plus globale à avoir sur cette notion de concurrence dans les produits à haute valeur électronique ou à haute valeur technologique, parce que c'est clairement spécial ce qui se passe en ce moment. Oui, excuse-moi, Pascal. Est-ce que je glisse ma petite nouvelle avant la tienne? Ben, certainement. On alterne. Chrome, si vous avez envie de faire des sous, Google offre jusqu'à 250 000 $ pour trouver un bug dans le navigateur web Chrome. On a doublé la récompense maximale offerte. Si vous avez envie, jetez un coup d'œil sur la page Bug Hunters de Google. C'est fou parce que si tu as juste une preuve de concept qu'un bug pourrait fonctionner, tu as seulement 25 000 $ américains. Depuis 2010, Google a payé plus de 50 millions de dollars dans son programme de découverte de bugs pour plus de 15 000 vulnérabilités. J'ose pas faire le calcul mental comme ça. C'est pas tant que ça par bug, finalement. Je pense que les criminels peuvent faire beaucoup plus d'argent. Si on va du côté criminel... Ça dépend de ton choix de carrière rendu là, je pense. C'est ça, mais c'est quand même intéressant que pour des chercheurs, des gens qui découvrent des bugs, on peut trouver des choses comme ça. Et c'est aussi selon la qualité du rapport de bug que tu fais. Parce que si tu fais, je dis, j'ai réussi quelque chose, il faut que tu détailles, il faut que tu explicites, il faut que ce soit reproductible, que tu puisses montrer les étapes, dans quelles conditions ça se fait. Plus ton rapport est de qualité, meilleur. Non seulement le bug que tu trouves, mais en plus, ton rapport sur le bug doit être de qualité pour que tu gagnes plus de sous. Si jamais vous voulez faire un petit peu d'argent vite, trouvez un bug dans Chrome. Devenez un fin programmeur, ben oui, trouvez un bug. Envoyez votre CV. Ah oui, pourquoi pas, ça aussi. Comme ça. Ben, cela dit, il faut féliciter quand même les gens qui sont de fins programmeurs, et je fais référence à ma petite nouvelle suivante, juste pour le dire rapidement. Oui. Des gens de l'Université de Colombie-Britannique, UBC, ont mis au point une application, ça vient aussi avec une petite lumière UV qui permet de détecter la présence de microplastiques dans la nourriture. Donc, si jamais c'est un truc qui vous inquiète, sachez qu'il existe maintenant un appareil, une application mobile qui fonctionne sur le téléphone de votre choix que vous pouvez installer et qui vous permet de détecter et de calculer la teneur. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on est rendu là quand même. Puis apparemment, c'est pas grave, donc on continue à acheter des affaires faites dans du plastique qu'on jette comme ça et qui se ramassent partout ensuite. Le microplastique est clairement un fléau. On en retrouve jusque dans les cellules de cerveau des nouveau-nés au Canada. Puis on est comme, ben oui, c'est correct, c'est pas grave. Ben moi, je trouve que c'est un peu inquiétant. Cela dit, il faudra en parler plus en détail, mais les gens de UBC ont quand même cet outil qui permet de voir justement à quel point ce fléau en est un là, qui se retrouve jusque dans la nourriture, dans les aliments qu'on achète à l'épicerie. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça du côté de UBC. Bientôt, une application sur votre téléphone vous détectera pour vous la présence de microplastiques dans vos aliments. C'est fou quand même. Et c'était la dernière actualité express de nos espressos de tech. On a maintenant des actualités plus costaudes parce qu'on tombe dans l'allongé. On va dire ça comme ça. On vous rappelle en passant, parce que c'est quand même le fun, que si vous avez besoin de quelque chose pour vous informer rapidement le matin, il y a possibilité de le faire à tous les jours à travers une infolette qui s'appelle InfoBref. On en parle ici souvent. C'est une infolette qui, en 5 minutes le matin, vous résume 10 nouvelles à connaître pour bien commencer votre journée. Et pour arriver ensuite à la machine à café, clairement, on a des caféinomanes dans cette balado-là, parce que le mot café revient souvent dans ce qu'on dit.
Mais ça vous fait de quoi jaser avec les collègues ensuite, que ce soit dans Teams, dans Zoom, dans Google, qu'est-ce qu'ils ont eu maintenant, Meet, ou ailleurs, ou en personne, dans le bureau, dans la salle, dans la cafétéria ou dans la salle de réunion, peu importe. C'est toujours pratique parce que ça fait de la conversation. Et Dieu sait que l'actualité n'arrête jamais. Donc, c'est quand même important. Infobref.com, allez voir ça, c'est gratuit, c'est dans votre inbox tous les matins. Et généralement, pas mal avant l'heure où vous allez vous lever. Donc, c'est clair que vous allez l'avoir en vous réveillant si ça vous intéresse. Ce qui manque, en fait, c'est une espèce de machine à café qui, elle, se réveille avec vous et fait votre café pour vous sans que vous ayez à lui demander. C'est sûr que ça se programme et que ça existe sur les machines, les cafés filtres les plus banales. Mais ça, c'est une technologie simple qui est quand même assez importante, je vais le dire comme ça en passant. Si notre machine Jura, la machine Jura 8 pouvait être programmée, ce serait formidable. Ce serait effectivement avec dans mon cas, ça prendrait le petit frigo à lait, écoute, c'est compliqué. Oui, mais là, c'est du snobisme. Peut-être qu'on se trouve, ça va peut-être nous prendre un. Ouais, t'as un bon point là. Ça va peut-être nous prendre un autre commanditaire. Machine à café automatique, voilà. Pour combler nos besoins inutiles, effectivement. Dans les nouvelles plus costaudes, tu voulais parler que Meta ne rivalisera pas avec le Vision Pro d'Apple. Et ça, c'est une affirmation qui va décevoir certains. Parce que, écoute, plus il y a plus de compétition, mieux. Plus que de concurrence, plus que de bas prix. Ben oui, exactement, je dirais, effectivement, tu as raison. En fait, c'est le site The Information qui fait état d'une révision assez profonde des plans de lancement de produits du côté de Meta, la maison mère de Facebook, mais aussi le producteur de casque Quest. Le Quest 3, on le sait, c'est le casque grand public à $650 qui est le plus près de rivaliser avec le Vision Pro d'Apple, qui lui en coûte 5 000. Oui. Donc, vous pouvez imaginer aussi que l'expérience n'est pas la même vu la différence de prix. On a déjà parlé des deux ici, quoique moins du Quest 3 parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'essayer très longtemps. Facebook devrait le donner aux médias, devrait en parler. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. L'été dernier, il y a aussi le Quest Pro qui a été lancé, qui était plus destiné aux développeurs, justement, pour les aider à mieux saisir la technologie et créer des applications ou des jeux en conséquence. Et il était supposé avoir un Quest Pro 2 dès l'an prochain ou peut-être en 2026. Et finalement, ça a été annulé, ce projet. Le Quest Pro 2 devait rivaliser directement avec le Vision Pro d'Apple, donc un produit plus haut de gamme avec des meilleurs affichages, un peu plus de bidules autour pour mieux saisir son environnement, tout ça. Et ça aurait été annulé par nul autre que Mark Zuckerberg et son numéro 2, Andrew Buzz, un autre qui a un surnom, Buzzword, c'était le grand Manitou de la réalité virtuelle chez Meta. En revanche, on a annulé ce casque-là, mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y aura peut-être un autre casque à venir. En fait, on peut même plus dire un casque, on parle plutôt de lunettes à réalité augmentée extrêmement légères, basées sur un produit qui a le nom de code Puffin. Donc, ce sera les lunettes Puffin qui pourraient être lancées en 2027, donc dans 3 ans. Ce qui n'est pas exactement demain, mais quand on vous dit est-ce que la réalité est augmentée ou virtuelle ou est-ce que le métavers est mort, bien clairement, il n'est pas fort, puis on est en train d'essayer de le ressusciter, mais loin dans le futur. Donc, il y a du temps encore. Le Puffin serait beaucoup, beaucoup plus léger que tout autre casque de réalité virtuelle et serait tout aussi fonctionnel qu'un Quest 2 ou 3, là, dépendamment de ce que vous voulez voir comme référence. Et ce qu'on dit, la grosse affaire, c'est qu'on voudrait mettre fin aux contrôleurs chez Meta, parce que les Quest ont évidemment des contrôleurs, 2 espèces de joysticks qu'on utilise qui sont très chouettes, mais qui nécessitent évidemment d'avoir ça en main pour bouger. Et au contraire, on aurait une espèce d'interface qui fonctionnerait à partir du regard et du pincement des doigts, exactement comme le Vision Pro d'Apple. Surprise, surprise. J'avais déjà vu ça, il me semble. Écoute, à suivre, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que l'objectif, parce que tous ces gens-là rêvent de lunettes de format tout à fait normal dans lesquelles on afficherait du contenu qui interagirait avec nos mains, nos yeux et tout le kit. Donc, il n'y aura pas de contrôleur. On s'en va vers ça de façon assez massive dans l'industrie. Entre-temps, donc tout ça est dû pour 2027. Entre-temps, il y aurait quand même le Quest 4 qui pourrait être lancé en 2026 et qui serait donc le prolongement, le raffinement dans le fond du Quest 3, donc qui serait avec les contrôleurs et le même environnement de réalité virtuelle. Ce qu'on dit du côté de The Information, le fameux site, c'est que ce serait à partir de maintenant, à partir de là, en fait, 2026-2027, il y aurait 2 gammes de produits chez Meta. Il y aurait l'espèce de gamme Quest avec contrôleur et la gamme Puffin, à laquelle on suggère de trouver un autre nom, qui serait, elle, un peu plus haut de gamme et un peu plus axée sur justement l'interaction de réalité augmentée, je dirais, donc sans contrôleur et avec une meilleure perception de l'environnement.
Bref, tout ça est à suivre, mais clairement, on en a encore pour quelques années à parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, parce que c'est 2027, c'est dans 3 ans. Donc, on a du temps pour en revenir là-dessus, sans doute. À suivre. Si la vague va pas être complètement comme le 3D, va pas être complètement oubliée dans quelques années. Il y a des technologies qui existent qui sont exactement juste pas adoptées par le grand public parce que, à un moment donné, payer 5 000 pour des affaires, on fait pas ça trop souvent, tu sais. Et dans 50 ans, on va dire enfin, c'est le retour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. J'ai hâte de voir. On va peut-être être assez vieux. On va peut-être être là pour voir ce retour-là. Moi, je voulais parler d'un nouveau gadget, un petit truc qui s'en vient. Ça va être, écoute, ça pourrait être assez rapide. On parle de fin septembre 2024. Donc, c'est pas un produit qui va être lancé l'an prochain ou en financement social qui va arriver éventuellement un jour si tout est fait correctement. C'est le Note Pin. J'avais parlé du Cloud Note, le petit enregistreur numérique gros comme une carte de crédit. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez le voir en ce moment. C'est vraiment de la taille d'une carte de crédit. Ça permet d'enregistrer ces conversations et de les convertir grâce à l'intelligence artificielle en résumé, en notes, en plans. On fait des listes de choses, ça va les résumer automatiquement et ça fonctionne étonnamment bien. On peut le coller contre son téléphone, ça va enregistrer les conversations téléphoniques, les résumer, permettre de les partager avec d'autres personnes. La compagnie lance un nouveau produit qui s'appelle le Note Pin. Pin comme dans épinglette. C'est une capsule de mémoire, selon eux. C'est beaucoup plus petit. C'est gros à peu près comme un pouce, un peu comme un petit doigt, un petit objet un gros bijou, allongé. Un bijou qu'on peut porter comme pendentif, comme bracelet, comme épinglette. Ça permet de faire de la prise de notes intelligente. Donc, on peut se rappeler de tout ce qu'on a dit en réunion, par exemple, ou dans des podcasts. On peut faire un résumé de ce que j'ai dit. Ça va coûter 169 $ américains, environ 200 $. Donc, c'est pas donné, parce qu'oublie pas, on peut faire la même chose avec un téléphone. On a un enregistreur numérique dans nos téléphones, c'est pas compliqué. Ce qui peut être intéressant, c'est que l'appareil vient avec un stockage dans les nuages illimité, le Note Pin, et que tu as un abonnement qui permet, mais on a besoin d'un abonnement pour un traitement par l'intelligence artificielle des données. Ce que je comprends, c'est qu'il y a 300 minutes de transcription de tes conversions grâce à l'intelligence artificielle gratuite. Ça coûte 6,60 $ par mois pour 1200 minutes de transcription et le traitement grâce à l'intelligence. Peux-tu me résumer ce qui a été dit dans la réunion? Peux-tu déterminer les tâches ici et poser des questions grâce à l'intelligence artificielle? Ce qui est fantastique du traitement par l'intelligence artificielle de la voix, pour en avoir fait l'expérience, c'est que même si la qualité sonore est mauvaise, tu sais, des fois on parle, on a des bruits ambiants, on a le volume n'est pas très fort, les gens ne parlent pas. La conversion est étonnamment efficace. On peut commander dès maintenant, ça identifie les interlocuteurs différents, ça fonctionne avec plus de 59 langues et on va pouvoir choisir le modèle de langue qu'on veut utiliser. Et ça, encore une fois, ça peut être intéressant parce que en ce moment, on parle de GPT-4o ou Claude 3.5. Dans le futur, on va pouvoir choisir différents modèles selon, par exemple, s'il y en a qui fonctionnent mieux pour le français. On va peut-être pouvoir le privilégier pour son domaine technique ou pour son expertise ici. Fait que jetez un coup d'œil si vous aimez les nouveautés, les gadgets. Le produit, on n'a pas encore essayé, mais j'aimerais beaucoup ça le faire. Et puis, je peux vous dire tout de suite, le Cloud Note, je trouve que c'est un gadget extraordinaire. Ça m'a vraiment émerveillé quand je l'ai vu. Sauf que j'oublie toujours de l'avoir avec moi et de le démarrer quand je démarre des conversations. Fait que je m'en suis... C'est ça le problème, c'est qu'on peut enregistrer plein d'affaires, mais on aimerait ça le faire a posteriori souvent. C'est l'affaire que j'aurais dû enregistrer il y a 20 minutes. Comme les photos que j'aurais dû prendre il y a 5 secondes quand l'action était là. Ouais, c'est ça. Et enregistrer en permanence, c'est drôlement creepy. L'appareil permet 20 heures d'enregistrement en continu. Fait que, oui, on pourrait le démarrer le matin et terminer sa journée avec l'enregistrement sans problème. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, prévenir, c'était Microsoft qui avait présenté le concept de ce gros collier avec un gros machin devant ici qui permettait d'enregistrer en vidéo et en son tout notre environnement 24 heures par jour, puis qui écrasait à mesure pour justement avoir une petite boucle. On peut appuyer sur le bouton pour pas saturer la mémoire et dire je veux garder la dernière heure.
C'est fou, là. C'est ça que les gens... c'est peut-être ça que... Mais c'était laid. Ça n'a aucun bon sens, mais C'est j'ai ça. l'impression qu'on s'en va un peu ta vers ça. présence. Faut pas que tu fasses ça à l'insu des gens. C'était Si bien tu avant rentres ces avec une enjeux. caméra dans un vestiaire et compagnie, tu veux pas que la caméra fonctionne Exact. sans que tu te rendes compte. Parce que si tu l'utilises au quotidien, tu vas oublier que tu l'utilises. Et donc, tu peux amener des situations compromettantes. Pas commodes. Je ne vous parlerai pas des mésaventures quand j'ai testé des caméras de surveillance chez moi. Ah, ben là. Oui, elles n'étaient pas toujours désactivées dans des moments compromettants de ma vie. Est-ce que tu as fait casser la caméra? C'est la question que tout le monde se pose. Si je vous parle des gemmes de Gemini, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la nouveauté que Google vient de lancer, vient d'introduire, vient de, en fait, intégrer, devrais-je dire, à Gemini, qui est leur intelligence artificielle générative. Clairement, c'est un retour en force de l'intelligence artificielle cette semaine d'une tasse de tech, parce que écoute, on en parle sans bon sens. On parle de Gemini beaucoup parce qu'évidemment, ça vient d'être lancé de façon plus exhaustive avec les téléphones Pixel 9. On en a parlé la semaine dernière. Et là, on introduit les gemmes qui sont en fait des chatbots sur mesure personnalisés pour vous, que vous créez vous-même. Google présente ça comme des experts d'IA sur mesure sur le sujet de votre choix. On donne des exemples. Vous pouvez créer un coach d'apprentissage qui va vous aider à simplifier des sujets complexes pour vous, pour les rendre faciles à comprendre. Je vais vous dire tous les éléments de résumé, tout ce qui résume automatiquement des textes. Je ne suis pas encore convaincu que ça le fait de façon fiable. Parce qu'ils peuvent manquer des morceaux, puis oublier des nuances, puis vous dire le contraire de ce que vous voulez savoir. Donc ça, c'est peut-être pas... Faut réviser. Ben, on peut pas, c'est ça, on peut pas avoir 100% confiance dans ces outils-là, parce qu'il y a trop d'exemples de cas où ils sont plantés. Donc là, tu es comme... il y a aussi un exemple de remue-ménage qui permet de trouver facilement de l'inspiration, que ce soit des nouvelles idées pour une fête, un cadeau, une recette, n'importe quoi. Vous pouvez créer ça le fait plutôt bien. J'utilise Copilot beaucoup. Je donne des formations sur Copilot. Et puis, je me sers régulièrement de la fonction pour générer des idées. Tu as besoin de 5 idées pour des idées. C'est toujours pour de la vente. Là. Génère 5 idées d'articles, 5 sujets de titres pour mes... Et ça le fait très bien, parce que dans les analyses, la base des documents qui ont été analysés, il y a beaucoup de documents de vente. Pour certains domaines spécifiques, tu as des trucs des bons très, très justes. Il y a d'ailleurs un guide de carrière qui peut être créé qui libère votre potentiel, en fait, effectivement, professionnel et qui vous permet de créer un meilleur plan de carrière basé sur vos compétences. Ça, je ne sais pas si je veux confier mon plan de carrière à un IA, mais bon, allez savoir. Il y a aussi un rédacteur qui vous permettrait d'améliorer votre écriture grâce à des commentaires clairs et constructifs sur tous les aspects de la grammaire et la structure de ce que vous écrivez. Si ça peut vous aider à mieux écrire, c'est comme Ataboy, parce que c'est toujours pratique. On a toujours besoin d'une espèce de deuxième regard sur ce qu'on écrit. Des fois, on pense que non. Même les professionnels, ça fait du bien des fois d'avoir un deuxième regard. On parle aussi de partenaires de codage pour les gens qui veulent créer des petits codes, des bouts de code, des applications légères, des choses comme ça et qui ne savent pas trop comment. On peut demander. On pourrait créer en fait une gemme qui nous aiderait à coder ou à réviser notre code. C'est surtout ça, là, de la révision. Ces gemmes-là, c'est des gems en anglais et ça se traduit en gems. Oui, gems, c'est j'aime, pas comme j'aime, j'apprécie, c'est j'aime comme dans petite pierre, comme dans pierre précieuse en anglais. Ben oui, joyeux. Sont disponibles dès aujourd'hui pour les utilisateurs de Gemini Advanced, donc les formats, les options payantes, les abonnements payants à Gemini. Advanced Business et Entreprise. Donc, les 3 options, ça s'intègre là-dedans. Et il y a, ça, c'est amusant. Je ne sais pas à quel point les gens vont adopter ça, mais il y a aussi, et j'ai vu ça tout à l'heure, je suis allé dans Gemini pour justement voir qu'est-ce qu'il en était. On intègre le générateur d'images Imagen 3 directement à Gemini maintenant. Donc, le modèle de conversion de texte en image, qui est quand même pas mauvais là, de Google, peut vous permettre de générer du visuel rapidement. C'est dans tous ces outils-là, la génération d'images me paraît comme l'outil qui est le plus utilisé, le plus apparent quand il est utilisé. On le voit quand c'est des images générées par IA qui sont intégrées dans du contenu et on le voit de plus en plus dans les contenus de blog qui n'ont pas de politique claire d'utilisation ou pas d'IA. Parce que c'est pas tout le monde qui l'indique. Ceci a été généré par de l'IA, donc c'est des fois un petit peu pernicieux, mais les gens le font. Je vois beaucoup de gens qui ont un rôle d'influence sur les réseaux sociaux et qui créent du contenu comme professionnellement et qui utilisent l'IA pour générer du visuel sur leur contenu de texte ou peu dans leur publication de réseaux sociaux, ainsi de suite. 2 secondes après la conférence, une conférence se termine de plusieurs heures. Voici les points saillants de la conférence. Paf, c'est parfaitement structuré avec. Tu fais, il a pris le temps d'écrire ça et de réfléchir à ça. C'est probablement. Et moi, je vois beaucoup d'infolettres et de
bulletin de blog qui commence par voici le résumé des différents points qu'on va aborder. Puis là, c'est facile avec l'intelligence artificielle de dire génère une liste des sujets que je vais aborder par paragraphe qui résume le texte suivant. Le texte suivant en quelques lignes. Et puis là, tu le vois, la structure, elle est similaire. Ouais. C'est très fastidieux à faire. Par exemple, le site américain Axios le faisait déjà. Tu sais, les sites, certains sites d'information numérique aux États-Unis, puis ça évidemment, ça percolé jusque chez nous, là, mais utilisaient cette formule de voici les points saillants en 3 lignes, et ensuite il y a le texte. Ouais. Et là, clairement, l'IA utilise la même formule et c'est facile de générer ce genre de texte-là rapidement en demandant à l'outil. Donc, c'est une tendance. Et vous pourrez le faire grâce à des gemmes, mais vous pourrez aussi en plus l'illustrer grâce à Imagen 3 qui est intégré à Gemini dès maintenant. Ça fait le tour d'une grosse semaine d'actualité, Pascal. On va aller prendre un petit respire, comme dirait l'autre, et puis je vais vous sortir... toi, tu as déjà, de façon très subtile et délicate, avec toi, devant nous, l'appareil dont tu vas nous parler. Je ne recule devant rien. Je porte les écouteurs Dyson OnTrack. Ceux qui nous regardent sur YouTube, on dit, c'est quoi ces gros écouteurs-là qui ressemblent à des aspirateurs? C'est les Dyson OnTrack. On en parle dans quelques minutes. Ils aspirent bien le son. Et moi, j'ai un téléphone, le Galaxy Z Fold 6, qui se plie, se déplie, se replie et se déploie ensuite à volonté. On prend une petite pause juste pour avoir le jingle et on revient. Restez avec nous à une tasse. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est le deuxième segment de la balado de cette semaine où on vous parle de produits révolutionnaires qui vont changer votre vie ou pas, qui vont peut-être briser votre petit cochon. Ça risque d'être très vrai, parce que généralement, les gadgets pas chers, on en trouve de moins en moins. On essaie de les trouver. Quand on les a, on vous en parle et ça vous permet de sauver des gros sous. Mais il faut se battre de plus en plus avec les fabricants pour trouver des affaires qui sont pas chères, parce que de plus en plus, on dirait que les fabricants... Je ne sais pas si c'est une forme de paresse. Est-ce que l'univers entier est comme tout d'un coup plus riche qu'on le pense, mais c'est facile de payer cher. Oui, c'est facile de payer cher, mais moi, je me permets de défendre, Alain, que c'est comme tu achètes une Rolls-Royce. Puis tu dis, on va faire une Rolls-Royce moins chère. On va enlever les fauteuils en cuir, c'est pas nécessaire. On va enlever le système de l'insonorisation. On va mettre un moteur moins puissant. Là, tu te retrouves avec une voiture. À un moment donné, t'enlèves. Tu te rends quand même d'un point à l'autre, mais tu n'as pas une expérience bien agréable. Je pense que la différence de prix entre une Rolls-Royce technologique et un appareil d'entrée de gamme, c'est pas je veux dire, c'est sûr que l'expérience n'est pas la même. Mais il y avait quand même une course au PC. J'ai trouvé ça. Là, le fameux PC à $100. Laptop à $1,000, voilà, le PC à $100. Oui. On l'a, c'est le Raspberry Pi. Tu branches ton clavier, ta souris, ça fonctionne très bien, mais tu ouvres 2 pages web, puis ça rame un petit peu, puis là, tu essaies de rouler des applications, puis ça rame un petit peu. Maintenant, on a des Formule 1 pour, 1000$. C'est 10 fois plus cher. C'est pas mal la même chose avec une Rolls-Royce et une voiture d'entrée de gamme, finalement. Je veux dire, sauf qu'au lieu d'être je sais pas c'est combien de voitures, 60 000? Vas-y, Pascal, on t'écoute. Je sais pas, écoute, c'est pas toute mon expertise. Je veux dire ceci, parce que c'est un beau parallèle à faire. Regarde-le s'enfoncer, le clown. Tu peux acheter un Range Rover à 150 000 $, alors que tu pourrais très bien faire l'affaire avec un Chevrolet Equinox à 35 000. Voilà, 35 000. Tu peux payer 5 fois moins cher puis avoir tous tes besoins comblés, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bling. C'est surtout ça aussi qu'il faut... C'est ça, mais est-ce que tu as des sièges en cuir? Parce que tu as besoin du cuir pour être bien assis, pour que ton popotin soit confortable. Mais c'est ça. Si tu n'as pas besoin d'un écran qui est super net de 4K pour ton laptop, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas un écran OLED, tu vas payer moins cher. Si tu veux un disque dur de faible capacité, tu vas payer moins cher. Oui, mais mon beau-frère, il fait dire que... Mon voisin, il y en a un, lui. Si tu ne veux pas de reconnaissance d'empreinte digitale, puis tu ne veux pas que la reconnaissance faciale, puis tu veux une webcam qui fait que tu as de l'air d'un fantôme, mais je peux-tu aller sur TikTok avec? Ben oui, tu vas payer ça moins cher, tu vas payer moins cher, puis tu te retrouves avec une expérience qui est peu satisfaisante. Si tu as un peu de sous, des fois, ça vaut la peine. Moi, j'ai un ami qui a acheté le MacBook d'entrée de gamme. Ouais. Il prend celui juste au-dessus. Non, pas besoin de ça. Un an après, finalement, j'aurais dû prendre celui juste au-dessus avec plus de mémoire vive, plus de stockage. Je ne sais pas c'est quoi, le processeur est légèrement plus costaud, il y a une coupe d'avantages. C'est $200 de plus, quelque chose comme ça.
Des fois, enfin, je veux pas qu'on paie trop cher. Il y a des très, très bons écouteurs à 100 $, mais ceux dont je vais parler, qui coûtent oui. 699 $. C'est pas nécessairement le lien que je faisais dans ma tête, mais on est rendu là. Voilà, tu vois, j'en ai fait un. On va avancer. On va y aller ici. Dyson, on le sait, ils sont pas reconnus pour faire des choses abordables en partant. On dit comme ça, mais il faut quand même des beaux gadgets. Oui, effectivement. Des beaux produits, des beaux designs. Et ils ont fait le Dyson Zone, les écouteurs qui avaient un filtre à air dedans qu'on respirait. C'était une très drôle d'idée qui avait une autonomie quand on activait le filtre à air très basse. C'est autour de 2 heures et quelques d'autonomie. C'est un gros casque, là. Ah ouais, c'est un gros casque que tu ne pouvais pas vraiment porter. Peut-être, si tu vas au gym, tu as un gros truc sur la tête, tu as un masque qui te fait un peu parler comme Darth Vader. C'est pas l'idéal. Puis 2 heures, c'est pas beaucoup d'autonomie. Tu avais une bonne autonomie juste en musique. Écoute, il récidive avec les Dyson On-Track qui ne filtrent pas l'air. Ça reste de très gros écouteurs. Moi, je n'haïs pas le look. Je trouve que si tu veux quelque chose de flamboyant, et on va parler de la personnalisation de ce look-là. Combiner différentes couleurs de coussinets avec le boîtier et tout le kit. Écoute, on va tout de suite l'aborder. Tu peux changer la couleur de tes... et ceux qui nous regardent sur YouTube. Ah, OK, le module s'enlève. Le module s'enlève pour que l'aspect extérieur change de couleur, pour que le coussinet se détache aussi pour changer de couleur, et le bandeau qui va sur la tête, l'arceau, peut aussi changer de couleur. Donc, on peut avoir beaucoup de combinaisons de couleurs. On peut même avoir une oreillette d'une couleur, une oreillette de l'autre, changer pas mal comme on veut. C'est très bien fait. C'est un beau mécanisme qui permet de le faire. Des ingénieurs chez Dyson sont bien pour ça. Il y a un petit joystick pour contrôler le volume, quelque chose qu'on retrouvait dans le Dyson Zone. Il y a jusqu'à 55 heures d'autonomie. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est quand même beaucoup, même avec l'annulation de bruit activée. Et l'annulation de bruit active, elle est quand même très intéressante. Je ne peux pas dans le détail très, très fin, mais je peux te dire qu'en ce moment, il y a un gros camion qui vient de passer juste à côté de chez moi et je ne l'ai pas entendu du tout. Je l'ai senti plus que je l'ai entendu. Au niveau de la musique, encore une fois, très, très, très satisfaisant. On dit que la gamme de fréquences est étendue de 6 Hz jusqu'à 21 kHz. 6 Hz, j'ai le feeling qu'il y a un peu de marketing là-dedans parce que je crois qu'on ne peut pas vraiment le percevoir et je crois que plus que 20 Hz, la plupart des gens ne peuvent pas l'entendre, les basses et les très basses et les aigus. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter la musique avec les écouteurs des chansons qui ont beaucoup de basses. Ceux qui veulent les basses, on peut les activer. Ça rentre un peu dans un trip, c'est très, très le fun. Évidemment, c'est un casque coûteux. Il faut le comparer avec le AirPod Max. Si vous êtes du côté de Apple, ça peut valoir la peine, qui est un petit peu plus cher, c'est 179 $. On peut le comparer aussi au... Sony en a des très bons, là, des MX4. Sony en a des très, très bons. Les X5 que j'ai ici, beaucoup plus légers. Très, très bonne annulation de bruit, autonomie très, très satisfaisante, je pense autour de 25 heures, quelque chose comme ça, de mémoire. Fait que c'est un gros pensez-y bien. Pour le look, les on-track sont vraiment spectaculaires, surtout si on les configure avec la couleur qu'on veut. Ouais. On peut les contrôler avec l'application My Dyson. J'ai eu une belle aventure technologique de gars qui essaient les produits en premier. L'application sur Android plantait tout le temps. Fonctionnait très bien du côté Apple, plantait constamment. Il y a vraiment un message qui est apparu, là, l'application plante constamment, il y a un problème. Je me suis rendu compte qu'en mettant son téléphone en version anglaise, si la langue du système est en anglais, les bugs arrêtaient. Alors en ce moment, si vous l'achetez, que vous dites je vais l'essayer en français et tout, puis que l'application Android plante, ça fonctionne très bien du côté Apple. Pensez à changer votre langue le temps qu'il règle le bug. Ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas être un gros bug difficile à régler. Dans les petits trucs ici, c'est un écouteur qui est lourd, qui pèse 450 grammes, presque une livre, 454 grammes. Il n'y a pas d'aptex ou d'audio spatial, c'est Bluetooth 5 seulement. Okay. Les écouteurs plus récents ont Bluetooth 5.4 qui permet de connecter à plusieurs appareils en même temps. Fait qu'on peut connecter sur son ordinateur et si le téléphone sonne, on va pouvoir entendre le téléphone en même temps. Avec le 5.0, on ne peut pas faire ça, ce qui est un peu embêtant pour des écouteurs de ce prix-là. Ben oui. Et il n'y a pas de prise pour les écouteurs avec fil.
Ça, c'est un peu, si vous voyagez avec, La vous êtes prise je audio, prends là, l'avion, la prise prise 3,5 audio, il n'y a là. pas de Ah prise oui. 1.8. Fait qu'on peut acheter un petit adaptateur qui va passer par le USB-C qui est en option, qui n'est pas très cher, ou d'acheter un adaptateur Bluetooth. Ça existe, un petit Pour adaptateur transmettre. qu'on branche dans son siège d'avion et qu'on peut écouter la musique dans la musique ou le contenu vidéo. Sauf qu'on oublie toujours ce petit truc-là. Quand on quitte l'avion, Ça arrive on souvent. oublie le petit Ouais. adaptateur Bluetooth. C'est pas une expérience vécue, mais presque. Fait garder ça en tête. Fait que si vous avez envie d'un écouteur différent, c'est la deuxième version après les Dyson Zone, les Dyson OnTrack. Peut-être que les OnTrack 2 vont avoir peut-être un meilleur standard, meilleure amélioration, meilleur et tout. Pour l'instant, là, la base est là. On aurait peut-être aimé pour un écouteur de ce prix-là d'avoir la fine pointe de la technologie, Ben des oui, protocoles, puis des standards pour avoir entre autres l'audio spatial. Une fois qu'on y a goûté, c'est le fun en maudine, l'audio spatial. La spatialisation ajoute ouais, c'est comme une super stéréophonie, là. Des fois, ça enrichit. Même en voiture, il y a des autos qui l'offrent, puis tu le sens. Ben oui. Mais ces autos ont 39 haut-parleurs, là, mais c'est quand même Oui, c'est que moi, ce que je trouve cool, c'est quand tu tournes la tête puis que le son reste devant toi. La source reste à la même place, oui. Et ça, c'est assez déboussolant. J'avais laissé mon téléphone sur un comptoir, puis je bougeais, puis je pouvais toujours pointer mon téléphone parce que je savais d'où venait la source sonore, puis quand on aime ça. Mais on a... Ben, ils ont fière allure, en tout cas, on va leur donner ça. Ils sont jolis, ceux qui veulent voir là, où jeter un coup d'œil. Puis encore une fois, j'ai la version jaune et argent. Il y a une belle version cuivre, bleu, rouge, des belles couleurs qu'on peut combiner. Puis j'assume qu'ils vont faire des versions spéciales pour différentes collaborations avec des marques pour avoir des bleus, le vert, des roses, plein d'affaires. C'est quoi la Formule 1 qui a le vert comme couleur, le rouge Ferrari, des trucs Martin, comme ça. Pour Aston Martin qui a un beau vert. Pour avoir les casques officiels de chacune des couleurs des équipes de la Ligue nationale de hockey, par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi personne n'a pas pensé à ça, parce que les joueurs, quand ils arrivent, tout le monde a des gros écouteurs sur les oreilles maintenant. Là, les sportifs, on voit ça au soccer aussi beaucoup. Quand tu trouves une gamme d'écouteurs que tous les joueurs portent, qui sont aux couleurs de chacune des équipes, puis tu viens de faire un coup de marketing incroyable. Oui. On a eu l'idée en premier, mesdames et messieurs, mais c'est sûr que ça va arriver un jour. Comme ça que Nike a scoopé Adidas, d'ailleurs, dans la commandite de souliers de soccer, c'est en arrivant avec des couleurs vibrantes aux pieds des joueurs, sans être le commanditaire affilié à la FIFA. Mais ça paraissait tellement bien à l'écran de la télé que les gens ont réalisé, tiens, il y a des souliers orange pétant d'une marque Nike, donc ça doit être des bons souliers. Et là, pouf, Nike est devenu un géant du soccer de 0 à 1, là, comme du jour au lendemain. C'est fou. Wow, je suis parti dans une petite anecdote savoureuse. J'ai de mon côté un appareil autrement plus, je ne vais pas dire beige parce qu'il n'est pas offert en beige, mais qui est quand même offert en couleur plus sobre, mais qui est un appareil très haut de gamme malgré tout. C'est le Galaxy Z Fold 6. En fait, Samsung m'a envoyé, et je les remercie parce que je vais pouvoir l'essayer l'autre aussi, les deux téléphones pliables qu'ils ont dévoilés il y a quelques semaines, là, le Z Fold 6 et le Z Flip 6. Je voulais essayer le Fold en premier. C'est le plus gros des deux nécessairement. C'est un téléphone qui a deux écrans, un à l'extérieur et un à l'intérieur quand on l'ouvre, évidemment. Le premier fait 6,2 pouces et l'autre fait 7,6. Je voulais l'essayer tout seul avant d'avoir la chance d'essayer éventuellement, je présume, le Pixel 9 Pro Fold, qui est le téléphone pliable. Oui, lance pour la première bientôt fois au Canada. Oui. J'avais aussi, je ne l'ai pas ici, mais je l'ai toujours quelque part dans mes affaires, le OnePlus Open, qui est l'autre téléphone pliable. Parce que là, tout d'un coup, on a comme une concurrence dans ces téléphones qui sont, on va le dire tout de suite, des téléphones très haut de gamme, qui sont souvent en anglais, on dit des Halo phones, c'est-à-dire des appareils des appareils phares qui attirent l'œil, qui attirent le consommateur, qui finit par acheter un appareil plus abordable et plus raisonnable. C'est exactement ce que fait le Fold 6, un appareil qui est très séduisant en théorie, qui a une fiche technique super le fun, qui offre une expérience mobile unique. Mais qui, à la fin de la journée, tu te dis, j'ai-tu besoin de tout ça? Puis généralement, la réponse, c'est non, parce que c'est un compromis de format, c'est un compromis à plein niveau. Et ultimement, je veux dire ceci, Android n'est pas encore entièrement bien adapté à des formats d'écran style tablette. On attend toujours que ça vienne. Il y a un problème aussi avec le Fold 6. C'est drôle, je ne vais pas commencer avec les détails négatifs, mais c'en est un que moi, j'ai vu dès la sortie de la boîte. L'écran externe est très étroit. C'est un ratio d'image qui le rend très vertical, très étroit et très haut. Quand on dit que c'est un 6,2 pouces, c'est un 6,2 pouces qui n'est pas comme un ratio très large, qui n'est pas comme un écran
Donc, il y a certaines applications qui ont des affaires qui ne s'affichent pas super bien. Il y a des images, si vous regardez des vidéos, ben, c'est sûr que vous perdez un bout de l'image si vous ne le regardez pas, si vous le regardez plein écran, parce qu'il n'y a comme pas un ratio qui fit pour ce genre d'écran-là. Malheureusement, c'est un peu dommage parce que sinon, l'écran, et ben, ça, Samsung, c'est toujours leur force, ils ont des écrans extrêmement lumineux, détaillés, nets. Il n'y a pas grand-chose à dire dans les deux cas, que ce soit l'écran intérieur ou extérieur. Là, on a vraiment une belle expérience. J'apprécie comment ils ont intégré les objectifs, tout ça, là, l'appareil photo. C'est rendu, parce qu'au début, c'était un peu garoché là, dans la première génération du Fold, mais là, on a vraiment trouvé le moyen d'intégrer de façon efficace l'écran, l'appareil photo à l'intérieur avec l'écran intérieur, mais aussi parce que là, il y a des appareils photo partout. Il y en a un devant quand il est replié. Si on l'ouvre, il y en a un autre et il y en a trois derrière. Et donc, vous pouvez faire des selfies. Vous pouvez ne pas faire des selfies. Vous pouvez faire des selfies avec l'appareil à moitié ouvert. Vous pouvez faire des selfies avec des espèces de rétro-selfies avec les gros appareils en ouvrant l'écran. Bref, il y a 800 façons de prendre des photos axées sur soi-même pour les gens qui font ça. Parce qu'apparemment, ça se fait... on ne fait plus de photos sans se mettre dedans en 2024. J'ai cru comprendre ça. Je dois être vieux et un peu rétrograde. Mais bon, bref, j'ai découvert ça l'autre jour. C'est un appareil qui, évidemment, et là, c'est difficile de chiffrer cette performance-là, mais qui est quand même assez intéressant au niveau de la puissance. On a un processeur Snapdragon 8 génération 3 pour Galaxy. Donc, il y a des choses qui sont spécifiquement conçues pour les produits Samsung. J'imagine que ça aide les applications d'intelligence artificielle de l'appareil à mieux performer. Il y a beaucoup de retouches d'images, de résumés de contenu. Il y a aussi je veux dire, la vision par ordinateur, ça sonne très prétentieux, mais quand on prend une photo, si on prend un selfie puis l'appareil est loin de soi, on peut juste saluer de la main puis la photo se prend. Il y a des petits éléments comme ça qui rendent l'interface assez fluide, assez intéressante. On a revu aussi, parce que quand même c'est un grand écran, le multitâche. On peut ouvrir différentes applications côte à côte pour faire du copier-coller, du drag and drop. C'est quoi du drag and drop en français? J'ai un blanc, là, mais du... Glisser? Probablement, oui. Où on peut vraiment déplacer des éléments de contenu d'une application à l'autre sans avoir à passer de ça, que ça se complique, en fait. Il y a ça qui est bien, le multitâche. Évidemment, c'est en théorie. En pratique, là, si vous pensez que vous allez travailler avec ça dans votre poche en sortant l'appareil, il faut jumeler un clavier, c'est sûr, un clavier externe pour faire de quoi, parce que l'appareil comme tel, même si on l'ouvre à moitié et on a un clavier sur la portion du bas, ça reste mal commode. Là, c'est pas un format très pratique. Ça remplace pas une tablette, ça remplace surtout pas un ordinateur personnel. Donc, c'est un autre gadget à avoir en plus des autres. Donc, est-ce que tu dis, ça peut-tu se justifier en solo, surtout au prix que ça coûte? C'est difficile à faire comme équation. Parce que justement, on a quand même besoin de l'autre appareil. Et là, tu dis, bon, ben, ça ruine un peu l'expérience, n'est-ce pas? Ce qui est dommage, parce que, bon, pour tout le reste, évidemment, c'est un appareil qui est rendu à la 6e génération. Donc, quand je vous parle de l'écran repliable dans le milieu, l'espèce de penture qui est toujours très apparente est quand même plus durable. On promet un appareil qui résiste à peu près à tout, même les graphings. C'est un verre Gorilla Glass Actua 2, je pense, sur le dessus, qui résiste à, tu sais, quand on le met dans sa poche de jeans. Les poches de jeans, c'est toujours cette espèce de petite pin en métal, là, métallique, qui est comme sur le coin qu'on graphine toujours sur son téléphone. Ben ça résiste à ça. Qui est un détail extrêmement précieux, mais ça donne une idée de on a au moins résiste au pin de jeans. La pin de jeans, qui doit avoir un vrai nom, mais j'oublie, mais de la poche revolver, vraiment. Et qui résiste aussi au graphing si vous le mettez échapper dans votre poignée de change ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même pas si mal à ce niveau-là. L'appareil est compatible avec le stylet S Pen de la famille Galaxy que Samsung offre. Je pense qu'il y a possibilité de l'acheter en accessoire puis l'utiliser avec n'importe quel appareil Fold. Malheureusement, il n'y a aucun endroit sur l'appareil pour le ranger. Donc, si vous avez... Et encore une fois, je ne connais pas personne qui s'en sert de cette combinaison de téléphone et de stylet pour prendre des notes sur le fly. Donc, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui est nécessaire, mais bref, il y a quand même cette limite-là. Bon, et à partir de là, ça, c'est plus probablement moi qui est encore une fois un peu grognon, mais la suite logicielle embarquée, en anglais, l'expression bloatware, le logiciel gonflable, l'espèce de surenchère d'applications inutiles. Ouf! Là, on a la suite Samsung, on a la suite Microsoft, on a la suite Google, on a comme 18 applications pour chacune qui sont 3 fois répétitives et qui sont donc inutiles parce qu'on en utilise rien qu'une dans le tas éventuellement. Ouais. Je comprends, il y a des tractations marketing et commerciales derrière, mais pour l'utilisateur final... Sûrement qu'il y a une ristourne. Sûrement qu'il y a une ristourne de Microsoft. Voilà. Puis, il n'y a pas encore... J'utilise Outlook comme client un peu courriel. L'application mail de base de n'importe quel téléphone Android, je ne les comprends pas. Elles ont pas tout ce qu'on veut. Puis Outlook,
c'est mis à intégrer de la publicité dans les courriels. Donc, quand vous recevez votre inbox, celui d'en haut, c'est toujours une pub. Ah. À un moment donné, il va falloir que ces entreprises-là se parlent et qu'ils arrêtent de faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Ça ruine. Tu payes un téléphone comme celui-là qui coûte 2565 $ à la base et tu as de la pub dans ton email. Répète ça doucement, est-ce que j'ai bien compris le prix? 2565. Ouch! Quand je disais tantôt, on peut avoir un char à 5000 $, on peut avoir un téléphone qui coûte le même prix. Écoute, j'aimerais aimer ce téléphone-là. Je l'utilise beaucoup. En fait, l'application, pour moi, par défaut de ces téléphones pliables-là, c'est que je lis des livres numériques. Parce que quand on l'ouvre comme ça, juste un petit peu, ça fait comme si on avait un petit livre de poche avec 2 pages côte à côte. Kindle le fait, Google Play Books le fait. Et puis ça se lit très bien, mais ça fait cher pour une liseuse sur les stéroïdes, dans le fond. Et après ça, le reste de la suite de logiciels d'application Android est assez limité pour exploiter cette configuration-là comme il faut. Et c'est un peu l'envers de la médaille d'une plateforme ouverte comme Android, c'est-à-dire que les développeurs ne sont pas empressés de développer leurs applications pour ça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a des téléphones pliables. Et la plupart des gens qui ont des téléphones pliables, clairement, ils se satisfont de ce qu'ils ont comme offre applicative. Et ces téléphones-là, comme n'importe quel autre téléphone, parce que la fiche technique est la même, vieillissent tout aussi vite. Donc, dans 5 ans, ça va être à racheter. Ce n'est pas un appareil qui va durer 12 ans parce qu'il y a une meilleure fiche technique. C'est plus cher. Et quand je dis 5 ans, c'est probablement le maximum parce que les mises à niveau sont, je pense, par Samsung pour la suite Android, sont d'à peu près ça 5 ans, mais ça prend une éternité. Si vous avez un Pixel, le jour où Google lance Android version patente à chose, pouf, vous l'avez. Des fabricants sont quand même assez plus pressés que d'autres. Samsung dit souvent c'est long avant d'avoir la mise à niveau d'Android. Je sais qu'on veut changer ça avec Android. Je pense que Android 14 commence à accélérer le processus. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir 5 mises à jour d'Android dans 5 ans. Ça veut dire que ça va prendre 5 ans de mise à niveau, de sécurité, puis ainsi de suite. Mais j'ai hâte de voir dans 5 ans si les téléphones Android vont être aussi durables, parce que le cycle de produits qu'il appelle le super cycle, c'est 3 à 5 ans avec Android, et c'est 5 à 7 ans avec l'iPhone. Et clairement, du côté de Google, on veut améliorer ça. Samsung aimerait ça aussi. Mais ils ont besoin d'accélérer leur mise à jour là, pour arriver à coter ça, parce qu'on n'est pas rendu là encore. Et le dernier détail, parce que je ne l'ai pas encore dit, cet appareil-là est résistant au graphing que vous mettez à votre poche, mais ça vous prend une méchante poche de pantalon parce que c'est un gros appareil. Je l'ai dit tantôt, son format fait qu'il est très long, très vertical. Donc, si vous le mettez dans la poche et vous allez conduire une voiture, c'est pas confortable, il faut le sortir. Il est toujours comme un peu dans les jambes, toujours un petit peu encombrant. Donc, c'est un pensée si bien. Il faut vraiment avoir besoin d'un gros appareil. Donc, je ne sais pas à quel point le marché du téléphone pliable va durer. C'est des beaux appareils. Le OnePlus Open, on l'a bien aimé aussi. J'ai beaucoup aimé le Galaxy Fold l'année dernière. Donc, j'ai hâte de voir la mise à niveau cette année. Mais vu le prix et vu le bénéfice ajouté, la valeur ajoutée très mince, c'est pas évident que c'est un marché qui a de l'avenir. Je veux dire ça comme ça. Je suis très curieux. C'est très spécialisé comme utilisation. Et puis, on le répète à chaque fois qu'on parle de téléphone pliable, d'expérience. Tu ouvres pas ton téléphone systématiquement. Tu vas pas, chaque fois que tu veux consulter tes courriels, tu vas pas ouvrir ton téléphone, regarder sur le grand écran, replier ton téléphone. Tu vas regarder sur le petit écran. Tu vas regarder une notification sur le petit écran. Comme dit, tu te rends compte que les moments où tu vas vraiment vouloir t'asseoir et regarder, même regarder TikTok, pourquoi tu le ferais? Tout est filmé à la verticale, tu n'as aucun avantage. Tu pourrais peut-être le faire si tu veux utiliser 2 applications en même temps. Mais si tu regardes tes courriels et TikTok en même temps, voilà. C'est un bon point. Moi, si j'étais patron, je suis un peu gêné. C'est pas très productif. Il y a aussi, en fait, je veux dire ceci parce que ça a toujours été pour moi, mon point de vue là-dessus. Le Fold, je le trouve un peu superflu. Le Flip m'apparaît comme le téléphone pliable que vous pouvez voir comme référence. Vraiment chouette. On va y revenir parce que je vais le déballer ensuite et l'utiliser ensuite et voir comment ça va. Et je pense que si vous achetez un Flip au lieu d'un Fold et que ça vous libère un peu d'argent, les accessoires que Samsung a lancés cette année sont pas mal le fun. Les nouveaux écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds, mon Dieu, j'ai la boîte ici, c'est les 3, je pense. Les Galaxy Buds 3 Pro. Je suis un peu mêlé parce que j'ai aussi les OnePlus, puis je vais vous faire une espèce de gros comparatif éventuellement à l'émission. Oh. Parce qu'ils sont rendus tous très bons, en fait. On a tous comme à peu près la même qualité d'annulation de bruit et tout le kit. Mais ces écouteurs-là, c'est vraiment c'est une grosse mise à jour pour la Galaxy et pour les Galaxy Buds. Là, si on parle d'appareils qui sont vraiment d'une coche au-dessus de ce qu'étaient les Buds avant.
Donc, j'irais pour un téléphone moins spectaculaire, mais avec un accessoire comme celui-là qui va vraiment rehausser l'interaction que vous avez avec votre mobile. Donc, voilà. Le fin mot de l'affaire, c'est ça. Et puis, on va revenir évidemment sur le flip dans un prochain épisode d'une tasse de tech. Mais pour le flip, c'est celui qui se ferme comme une... Le flip, c'est ce qu'on appelait dans mon temps un clamshell. Téléphone à poche. Comme les téléphones à poche de notre époque, effectivement. Téléphone à pentu. Et voilà. Yes. On remercie nos partenaires. TELUS Plan Hub, c'est une autre tasse de tech qui se termine. Oui. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue fait rayonner notre podcast partout dans la province, au Québec et dans le monde. Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellet aussi, Alain McKenna. On peut te lire? Est-ce qu'on peut le dire? On peut me lire. On en parlera un autre tantôt, mais on peut me lire. On en parlera un autre tantôt. Et pascalforgette.com pour me suivre et voir les critiques que je fais, les notes que je fais sur les produits que je présente dans mes chroniques. Yes, allez voir ça. Entre-temps, on prend une pause. La semaine prochaine, ce n'est pas encore l'événement Apple. On a quand même un petit peu de jeu entre les deux. Donc, on va faire une autre tasse de tech où on va vider nos tiroirs. Écoute, il y a eu tellement de nouveautés lancées dans les dernières semaines que j'en ai trop. Donc, on va faire une espèce de, peut-être un petit blitz la semaine prochaine pour un blitz de rentrée. Un blitz de la rentrée, pourquoi pas, c'est la rentrée. Bref, on va faire du ménage, on va négocier à la dure de quoi on va vous parler et on vous revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.